Camille, pour parler de cet essai sur la tristesse européenne que tu as publié en 2009, où tu mets en place tous les thèmes qui t'obséderont. C'est un livre pas du tout politically correct sur la chute du mur, puisque tu y racontes l'errance de la foule à Berlin. Le mur donc a été démoli. La foule oscille entre l'Est et l'Ouest, déambule et semble désorientée. Et cette désorientation, c'est l'histoire en fait d'un Occident qui aurait perdu son Orient. Je me souviens d'une scène dans ce livre qui est la scène de Rostropovitch installé donc devant le mur, qui joue les suites de Bach. Au-dessus de sa tête, il y a un tag de Mickey, donc emblème, je dirais, du déclin occidental avec Disneyland. Personne ne reconnaît ce musicien. On lui balance des pièces de monnaie comme s'il s'agissait d'un mendiant. Donc tu es venu nous en parler en 2009 et on s'interrogeait déjà sur les fantômes que tu avais croisés dès 2009. Tu as publié, nous te sommes restés fidèles de livre en livre, tu as publié en 2011 Vie potentielle, en 2012 au Seuil, en 2012 L'inquiétude d'être au monde aux éditions Verdier, en 2014 Oublier, trahir, puis disparaître au Seuil, Les potentiels du temps avec Alosha Imhoff et Cantuta Quiros, Manuela édition en 2016, une espèce de divine comédie avec le livre De la faim et de la soif chez Gallimard en 2017, un roman graphique chez De Noël, Herzl, une histoire européenne. Et nous t'accueillons ce soir, Camille, plus spécifiquement pour parler de Thésée, sa vie nouvelle. Nous nous sommes réjouis, bien évidemment, que tu sois dans la dernière sélection du Goncourt, mais au-delà de ça, il me semble que c'est un livre fondamental. C'est un livre en référence peut-être lui aussi à Dante, comme l'était à sa façon le livre de la faim et de la soif. Je dirais que le livre de la faim et de la soif est à la Divine Comédie peut-être ce que Thésée, sa vie nouvelle, est à la Vita Nuova. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Et une chose encore importante, c'est cette visite avec mes étudiants à la Spinnerei de Leipzig en 2015 pour une exposition dont j'aimerais que tu présentes une installation plus exactement. Ce serait une sorte d'entrée en matière. Donc, en 2015, tu exposes ou installes dans une ancienne filature, Spinnerei, des hêtres et des bouleaux. L'exposition, l'installation a pour nom Europa, Utopia. Merci, merci Valérie de ton amitié d'année en année. Merci à celles et ceux qui sont là ce soir avec nous. Donc, tu fais référence à ce cycle d'exposition, oui, présenté en 2016, qui a d'ailleurs un peu eu raison de moi, puisque c'est finalement après ces expositions que tout le corps a lâché et que j'ai peiné ensuite pour me relever. Mais la Europa Utopia, c'était la troisième partie de ce cycle. La première s'appelait l'exposition potentielle, qui était tout entière consacrée à cette question des temps, du futur, des possibles, qui était très tournée vers une dimension d'espoir et aussi tournée vers l'enfance. Il y avait très peu d'éléments, c'était très peu matériel. Voilà. La deuxième était consacrée au recommencement de l'histoire. Ça s'appelait History Reloaded, l'histoire recommencée, rechargée. C'était en fait un travail sur les violences déjà du XXIe siècle,
comment cette histoire de la violence n'arrive pas à nous quitter, contrairement aux espoirs un peu kantiens de ces grands refrains de la fin de l'histoire d'après la chute du mur de Berlin. Ce qui était d'ailleurs une exposition en lien avec l'opéra que j'avais créé en 2013, La chute de Fukuyama. Cette exposition où tu étais venu avec tes étudiants, c'est des très très beaux souvenirs. Donc vous voyez, mais c'est difficile d'en parler comme ça, mais c'était une forêt dévastée. Une forêt dévastée qui faisait un clin d'œil à Buren, mais ce n'était pas des colonnes géométriques, ce n'était pas minimal, c'était des bouleaux. C'était des bouleaux tronçonnés, tronqués, décapités, dont j'avais laissé les restes, la sciure de bois, les restes. On était allé en forêt, c'était au moment de l'automne, chercher des quantités considérables de feuilles mortes, qui étaient une des pièces en elles-mêmes. Les feuilles mortes faisaient penser enfin chez moi, faisait clin d'œil à un texte sur la mélancolie de la gauche dont parlait Walter Benjamin, mais évidemment aussi avec cette dimension de l'automne, d'un automne européen et ses feuilles. Et puis il y avait des capsules sonores qui étaient prises des différents cris de la rue, des rues des différentes villes européennes, et ça allait des mouvements de la gauche, de Occupy, Occupy, de l'Espagne d'après 2008, jusqu'à des mouvements, des cris de manifestation d'extrême droite, comme un signe d'une passion politique dans un automne européen, enfin comme quelque chose d'un retour des passions violentes. Je ne parle pas évidemment des cris de manifestation de la gauche, puisque c'était plutôt l'ensemble de manifestations très pacifiques, mais il y avait comme ça des capsules de violence d'extrême droite aussi. On reconnaissait, les cris devenaient un peu indistincts. Il y avait un grand néon espoir au-dessus d'un feu de camp, d'un feu de camp éteint, qui posait cette question du Heim, du foyer, qu'est-ce qui fait demeure. Et je dois préciser une chose, parce que je ne vais pas décrire toutes les pièces, il y avait aussi un autre espace où il y avait en Allemagne, on dit Klettergerüst, je crois, ou Klettergerüst, parce que j'ai été fasciné en arrivant en Allemagne de cette dimension de l'enfance et de la façon dont les parcs pour les enfants à Berlin sont non sécurisés et en bois. Là où je venais, d'où je venais à Paris, c'est toujours très sécurisé et sans bois, tout souvent en matière plastique. Et souvent, ce sont dans des dents creuses à Berlin, c'est-à-dire d'anciens trous de bombardement. Enfin, on sent qu'il y a des immeubles qui ont été détruits et ils ont laissé des zones où d'ailleurs la nature reprend ses droits ou a ses droits. Et en fait, de part et d'autre de cette structure en bouleau, toujours, où les enfants grimpaient pendant l'exposition et jouaient, parce qu'il faut dire aussi que les feuilles de l'automne, en fait, les enfants jouaient avec, à faire des combats de feuilles. Donc, en fait, il y avait cette sorte d'élément de pulsion de vie qui traversait l'espace. Il y avait deux néons, dystopia enfin, dystopie et utopie, comme si ces enfants ne cessaient d'escalader et de s'entrelacer entre ces deux horizons. Et comme c'est indécidable, il y avait une sorte de frontière indécidable. Et en plus, j'avais laissé des éléments de forêt avec des bois morts où ils construisaient eux-mêmes leur propre cabane sur la structure pour habiter sur la frontière. Voilà, et puis je finirai simplement par une chose, c'est que cette exposition s'est retrouvée saisie par ce qu'on a appelé un peu pauvrement la crise des migrants, mais en fait qui était la grande exode hors de cet enfer syrien. Et j'ai demandé à ce que la Spinnerei ouvre l'espace d'exposition pour une étape. Et donc, il y a eu des campements. Alors, nous, on y a dormi avec les enfants. En fait, ensuite, les gens pouvaient y dormir avec des sacs de couchage, mais il y a vraiment un moment où l'exposition s'est transformée en un espace, un antre, comme j'aime parfois le dire, avec A, où il y a eu voilà, des personnes qui allaient vers l'Allemagne et qui, en chemin, s'arrêtaient là et logeaient là pour une ou deux nuits et repartaient. Voilà ce qui s'est passé. Si bien qu'il y a pas mal d'archives d'ailleurs de c'est une belle chose, j'ai un beau souvenir de ça. Un peu épuisant parce qu'il y avait 3 tonnes de bois, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà.
Mais je me souviens, j'ai 2 souvenirs. J'ai le souvenir de mes étudiants, photographiés sous le mot lumineux, espoir, j'ai le souvenir, de tes enfants accompagnés d'autres enfants, mais détruisant littéralement l'exposition, c'est-à-dire, en effet, jouant avec les feuilles, montant sur les troncs, et cetera. La jubilation. Alors, Thésée, sa vie nouvelle, ce n'est pas un roman. Est-ce une autofiction? On est tenté, après t'avoir écouté dans diverses interviews, après en avoir parlé avec toi, de parler d'enquête généalogique ou plus précisément encore d'enquête psychogénéalogique. On va rappeler très brièvement qu'il s'agit là d'une technique thérapeutique qui va consister à guérir le consultant par l'exploration de son arbre généalogique. Alors, la scène n'est pas à Knossos, la scène est à Berlin, Thésée va s'aventurer dans un curieux labyrinthe qui n'est autre peut-être que le Denkmal für die ermordeten Juden Europas, et le fil rouge que va lui tendre Ariane est une corde, en l'occurrence, la corde avec laquelle ton frère s'est pendu. Vie nouvelle, Vita Nuova de Dante, qui a été écrit entre 1293 et 1295, est un texte limite, enfin, c'est ce qu'on appelle un prosimètre, puisque c'est un texte dans lequel alternent vers et prose. Et ce qui m'a semblé tout à fait intéressant pour euh, inscrire Thésée dans une perspective littéraire, c'est que la préface de Dante, en fait, est un livre sur la mémoire. Et dans ce premier livre, Dante va développer le concept de mémoire comme un dépôt de souvenirs qui permet de reconstituer la réalité dans ses grandes lignes. L'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte la rencontre, la vie et la mort de Bice et de Béatrice Portinari, que Dante refuse d'oublier en dépit des sollicitations que la vie ne manque pas de lui offrir. Et de mon point de vue, ça raconte la transformation d'un devoir de mémoire en désir de mémoire. Alors c'est la première question que j'ai envie de te parler. Est-ce qu'on pourrait dire que la vie, que Thésée, sa vie nouvelle, raconte aussi ce libre consentement au souvenir, l'histoire de ce libre consentement au souvenir? Merci. Je vais faire juste un petit retour en arrière sur sur ce que tu disais, enfin, la psychogénéalogie, la question. Il y a un terme qu'emploie Dominique Rabaté maintenant, il parle de biofiction. Je ne sais pas si ça correspond, mais en tout cas, c'est certainement pas du tout autofictionnel. C'est impersonnalisé et surtout, ça accomplit un certain nombre de déplacements. Et pour le faire sentir, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans mon esprit quand je me lance. Je pars évidemment de la situation réelle d'un frère qui s'est pendu, qui se nomme Jérôme dans la réalité, et qui est l'encre noire de Thésée. Donc, on pourrait dire effectivement, c'est son frère, donc c'est lui Thésée. Bon, il se trouve que si j'ai nommé Thésée, c'est que précisément, il y a un certain nombre d'écarts et de déplacements qui sont accomplis. Ce serait un peu long d'expliquer à chaque fois pourquoi ces déplacements, pourquoi ces écarts, mais sans doute qu'une première manière de le dire, c'est qu'il y a le frère réel et il y a le frère dans le langage. Et, et le frère réel, c'est bien sûr celui que j'ai connu enfant, que je vais essayer de retrouver par ailleurs dans la réalité, mais en faisant ce chemin de mémoire. Et puis, il y a le frère dans le langage. Et quand je dis le frère dans le langage, c'est que déjà, je pose la question du langage comme un déplacement. Il y a de toute façon un réencodage à partir du moment où on se lance dans l'écriture.
Alors, pour tout un tas de raisons, et sans doute d'ailleurs pour des raisons de pudeur, pour des raisons éthiques aussi, pour protéger les vivants, parce que je fais une analyse générale de ce qui nous est arrivé sur de longues générations comme étant une trace du maranisme. Dans mes 2 généalogies, j'ai été amené à accomplir un certain nombre d'opérations. Bon, ça, si tu veux, on y reviendra. Mais voilà, c'est simplement une précision sur le fait que c'est une fausse piste que de lire Thésée comme un livre autobiographique. C'est un livre qui déplace des généalogies et qui accomplit un certain nombre d'opérations. Le, le matériau qui le nourrit est évidemment, lui, bien réel, les effondrements, le sentiment d'être pris par le passé. Et ce qui me conduit à te répondre, c'est vrai que j'ai commencé même à écrire à 25 ans et il y avait une forme comme ça très affirmatoire de dire: «Je change mon destin, je me renomme». Alors j'avais repris le nom de ma grand-mère de Toledo. Mhm. Puis j'avais pris le nom d'un mort, Camille, enfin d'un suicidé aussi du passé. Puis je ne savais pas exactement quel acte j'accomplissais alors, parce qu'à 25 ans, on est un peu tout fou et il y a toutes les forces de l'âge et la vie ou l'histoire n'est pas encore passée sur le corps. Et donc, il y avait cette dimension affirmatoire et qui tendait vers un désir d'oubli, comme si finalement revivre, puisque ça a toujours été mon objectif, revivre après la mort du XXe siècle, revivre après toutes les morts du XXe siècle, ça passait par l'oubli. Et puis tu as raison, en fait, l'histoire de Thésée, c'est l'histoire de cet échec, de cette option d'oubli, hein. Si je reprends le mouvement du livre, le premier mouvement, c'est un mouvement de départ, de moderne. C'est ce narrateur qui veut trancher, couper avec le passé, qui veut laisser ses morts derrière lui, s'enfuir et aller vers une vie nouvelle. Mhm. Et l'effondrement est lié en fait à comme on pourrait dire, je ne sais pas, des films de ce réalisateur finlandais dont le nom m'échappe, c'est vraiment l'homme sans passé, quoi. Tout d'un coup, c'est l'homme sans passé qui tombe. Et donc je ne sais pas si je sais pas si j'en suis arrivé à un désir. Il est certain que je parlais hier de la chambre claire de Barthes. Et tu as nommé la soirée La recherche du temps perdu. Je suis très sensible, en fait, à ces moments désormais où la vie du passé nous est rendue par la mémoire. Hier Donc soir, pardon. donc non, c'est simplement pour finir et préciser, c'est Barthes, voyant la photo de sa mère, qu'il ne montre pas d'ailleurs, et où il la retrouve, comme il dit, en vie et aimante. Enfin, il a cette chose de retrouver l'amour de la mère, et il la retrouve par une photographie. Et évidemment, c'est ces moments de mémoire involontaire où le narrateur, et d'ailleurs en termes d'ambiguïté et de trouble sur le narrateur et l'identité de l'auteur, la recherche du temps perdu aussi se pose là, eh bien, par la mémoire involontaire, retrouve une forme d'un passé en vie. Voilà. Oui, hier soir, je pensais aussi à Alix Cléo Roubaud et à Quelque chose noir de Roubaud, évidemment. Euh, J'aimerais que tu lises ce qu'on va considérer comme le prologue en forme d'apostrophe aux frères. On est là aussi pour faire découvrir le livre à ceux qui ne l'auraient pas lu. Donc, nous t'écoutons lire les 3 premières pages de ce voyage. D'accord, allons-y. J'avais justement descendu le livre là, des étagères. Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Tu es né le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie et je suis depuis ce jour ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Une énigme qui traverse les âges et les frontières, une perte et un manque auxquels se nouent d'autres histoires venues du passé qui laissent apparaître un fil fragile. Et lorsque je le tire, ce fil, voilà ce qu'il révèle, que nous sommes un continuum de désastres et d'effondrements,
Et cette enveloppe que nous appelons corps, que nous revêtons, soignons et vénérons, n'est rien qu'une cristallisation de liens qui peuvent, dans l'exil, la vieillesse ou l'accident, se dissoudre. Un frère, une mère, un père, une langue, l'empreinte d'une ville où nous avons appris à aimer, le souvenir des forêts autour d'un village enfant. Quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Et moi, après ta mort, je suis tombé. J'ai été battu et traversé par d'étranges forces venues du passé. Il n'y avait plus de jour pour moi, plus de lumière. J'ai dû retrouver vos visages, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. J'ai été, en suivant ces forces, contraint de replonger dans ce temps absurde et amnésique des Trente Glorieuses. Puis j'ai dû retraverser la guerre jusqu'aux tranchées de l'autre siècle, plonger dans les eaux du temps, éclairer les mensonges dont nous sommes les enfants. Tu vois, mon frère, pour ne pas mourir, j'ai dû entreprendre un voyage au cœur de la nuit, dans les plis du corps, dans les strates du temps, afin de comprendre ce qui t'a pris et répondre à cette mauvaise question qui finit par renverser tout ce à quoi je croyais, moi, le moderne, l'enfant de la prospérité, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque qui coupe entre les âges et ricoche de vie en vie, du passé vers l'avenir. Avenir. Je t'entends plus. Pour fuir donc ce triple désastre, ce triple trauma, le suicide d'un frère, la mort d'une mère et la mort d'un père, Thésée ne prend pas le bateau mais le train pour se rendre à Berlin. Alors j'ai beaucoup pensé au livre de Fabrice Gabriel, Fuir les forêts, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce Thésée candide va faire à Berlin? Comment peut-il imaginer fuir quoi que ce soit en prenant cette direction? Tu es parti avec les preuves de ton enfance écrites dans 3 cartons. Peux-tu revenir sur le moment où vous décidez de vous installer à Berlin? Oui, je vais te répondre en prenant ça comme une question biographique, puis à ça, on peut voir comment ça se transforme et ça se déplace dans le livre. Mais disons que on est en 2012, ça fait déjà 4 ans que je viens régulièrement là, dans cette ville, écrire. Après la mort de ma mère, j'ai eu la chance de pouvoir acheter quelque chose ici. Et donc, je venais comme en résidence ou dans ce non-lieu. J'ai toujours été d'ailleurs assez client des villes refuges ou des anciens ports d'attache. Plus jeune, j'allais à Tanger, qui est une sorte de lieu non-lieu, en fait. Ce sont de ces villes internationales qui ont un passé de ville internationale et qui ne sont pas encore vraiment. Berlin met du temps à devenir une capitale de l'Allemagne. Elle n'est pas vraiment encore cette capitale de l'Allemagne. Elle est plus comme un lieu refuge. Et donc je venais écrire et puis il y avait, comme je l'écris dans le livre, cette nécropole, il y avait cette présence des morts à Paris. Et en fait, je cherchais un lieu de projection aussi en fait, pour relancer la vie, tout simplement. Bon, on est venu en fait avec Leïla, la mère de mes enfants, et voilà, elle ne sait plus en fait, elle a aimé cette ville. Et par ailleurs, moi, la projection que j'avais en fait, qui est réelle hein, pour beaucoup de celles et ceux qui sont venus ici, c'est que c'était une ville libre, hein, une ville non bourgeoise où la bourgeoisie n'a pas tout dévoré parce qu'elle a été contenue d'abord par la RDA, elle a été contenue par le mur. Et donc elle a une petite portion de Charlottenburg et de quelques, voilà, limes chic de Savigny Place en allant vers Charlottenburg. Et donc bon, bien sûr, maintenant, tout ça a été modifié, mais l'impression, c'est qu'il y avait encore ça, une sorte d'espace de rêverie, des terrains vagues, une histoire qui s'écrit. Boris Cyrulnik dirait que c'est une ville résiliente. Il y avait quelque chose comme ça d'un 21e siècle à inventer. Et ça reste d'ailleurs grandement vrai. Enfin, je vois encore voilà, c'était un rêve d'enfant européen.
Je pense aussi que c'est beaucoup lié d'ailleurs à la mythologie même que ça a laissé en moi, la scène que je décrivais déjà dès mon premier livre à 14 ans, où je vois Rostropovitch avec ma mère dans l'image au pied du mur. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de cette ville interdite où on passait de passage et où tout d'un coup on finit par demeurer. C'est très curieux de demeurer ici. Et voilà, donc il y avait cette projection et puis en fait les premiers chocs, les premiers effondrements ne sont pas venus tout de suite. Il y a eu une sorte d'inertie de cette énergie. euh, et en fait, c'est venu au bout de 2-3 ans où j'ai commencé à comprendre que mon cerveau refusait la langue, alors que je pensais, comme j'ai toujours été très facile avec les langues, j'ai appris l'italien en très très peu de temps, l'anglais, je le parlais depuis l'enfance, enfin j'avais toujours entendu pas mal de langues, et en fait, ça a été vraiment une épreuve mentale, en fait, terrible, la question du déplacement dans la langue. En fait, je commence peut-être juste à habiter la ville. Au bout de plus de 8 ans, enfin, parce que ça fait, ce qui est enfin, de la considérer comme un chez moi, en fait. Avant, j'étais simplement une sorte de naufragé, quoi. J'avais laissé des morts, je voulais plus en entendre parler, voilà. Et donc tout le temps de ce rétablissement, c'est ça, c'est ce rapport. Donc après, ça donne cette énergie du départ, et c'est, pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, dans tous les cas, Thésée est pour moi un livre d'élucidation de beaucoup de questions qui m'ont été posées et notamment par mes enfants. C'est-à-dire que c'est quand même une question, hein. Pour eux, c'est une question. Ni leur mère, ni moi ne parlons suffisamment bien cette langue pour y faire une vie pleine. C'est-à-dire que je ne peux pas enseigner dans la langue allemande, jamais. Je ne peux pas conférencer, je peux pas. Donc je viens chercher un destin complètement mineur dans une langue où je ne suis pas du tout maître et qu'il y avait un confort en France parce que le français ne me posait pas vraiment trop de problèmes. Et pour eux, c'était une question, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Et donc, c'est un livre qui est d'abord. D'ailleurs, j'ai une question, j'en ai jamais parlé, mais ma fille m'a dit, c'est quand même curieux, tu nous as pas dédié le livre. Alors qu'elle était très fière, parce que beaucoup de gens, c'est la première fois qu'un de mes livres est beaucoup lu par les parents d'élèves du lycée français de Berlin. Alors elle revient, elle me dit, on a offert Thésée aux parents de mes copines, enfin, une grande fierté, mais elle me dit ça, pourquoi tu n'as pas dédié? Je lui ai répondu, mais en fait, le livre n'est qu'une. Enfin, vous est entièrement dédié. Et je lui ai dit, vous êtes et elle l'a reconnu, puisqu'elle l'a, je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et ce livre est écrit pour leur génération, pour eux, et pour nettoyer les eaux noires du temps, comme je dis. Tu écris page 40, c'est une façon de reformuler ce que tu viens de dire, puisque tu poses la question toi-même, page 40. Il, Thésée et ça, un frère attaché au frère, relié à une histoire de la peine et de la perte, et ce train, même s'il sait où il va, s'il croit le savoir, ne le porte-t-il pas au fond vers le passé plutôt que vers l'avenir? Alors, tu as eu maintes fois l'occasion de commenter ce cercle de l'archive et de la fiction. On comprend bien le sens du mot légende. C'est d'ailleurs ce qui t'intéresse, hein, c'est cet accompagnement, ce suivi du devenir légendaire des histoires individuelles et de l'histoire collective. On peut revenir d'ailleurs sur ce dont il a été question hier, sur les photographies qui rythment notre lecture. Alors, oui, légender veut bien dire deux choses, attester de la vérité d'une photographie et l'accompagner dans son devenir légendaire. Alors, ça introduit en effet du trouble entre le fait et la fiction. J'ai beaucoup pensé au mythe de Faust, plus qu'à celui de Thésée en te lisant, et j'ai pensé plus spécifiquement à l'adaptation cinématographique du Faust de Goethe par Sokourov. Lorsque Méphisto fait son apparition, le mot
qui s'impose à Faust, c'est le trouble. Alors, je voudrais que tu reviennes sur cette notion de trouble. Qu'est-ce que le trouble pour toi? Tu as employé le verbe allemand hier, zittern. Et tu as donc assimilé, tu as fait du trouble un tremblement. Il y a un de mes maîtres à qui je dois d'ailleurs sans doute le fait de savoir écrire, enfin d'avoir écrit, qui nous hurlait dessus en cours. Bon, c'était peut-être pas forcément la bonne méthode, mais en tout cas, il y a quelques phrases qui me sont restées, mais notamment, il dit, pour lire, il faut savoir lire. Et on était déjà en première. Donc on savait lire, mais il n'arrêtait pas de nous dire, pour lire, il faut savoir lire. Je crois que d'ailleurs, il y a une histoire qui nous met sur la voie dans Thésée, dont je parle 2 fois. Il y a 2 références au moment où Jacob se bat avec Ish, dans le texte hébraïque, Ish, l'homme, mais est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est un ange? Et en fait, c'est axial, cette histoire de Jacob dans Thésée. Pour lire, il faut savoir lire. L'histoire de Jacob, dans ce moment-là, c'est il revient voir retrouver son frère Ésaü, qu'il n'a pas revu depuis qu'il l'a un peu usurpé. Donc Jacob, c'est l'histoire d'une usurpation d'identité, parce qu'il a usurpé l'identité de son frère. Donc il a pris une autre identité. Et évidemment, quand on a un frère qui meurt jeune, il arrive un moment où on est l'aîné de son frère. Camus disait qu'il était l'aîné de son père quand il l'a vu, la date de son père de la mort de son père sur la tombe, dans son livre posthume. Moi, je suis l'aîné de mon frère, et il y a beaucoup cette question de Jacob qui, par l'aide de sa mère, usurpe l'identité de son frère pour avoir la bénédiction de son père. Et donc, il va retrouver et il revient avec, j'allais dire, armes et bagages, sans armes, mais avec bagages, avec femme et enfants, avec ce qu'il a accumulé comme richesse, mais il a très, très peur de retrouver son frère. Et évidemment, dans Thésée, la peur de retrouver un frère est bien là, de retrouver cette mémoire, de replonger dans cette mémoire, de retrouver l'enfance, enfin, la peur de tout ça. Et il passe le Jabbok, la rivière. Le Jabbok, c'est ce livre, c'est longtemps appelé, Thésée, c'est longtemps appelé le livre des morts. Les rivières, c'est les fleuves, notamment dans l'Antiquité égyptienne, c'est le passage de la vie à la mort. Hein. Le livre des morts égyptien, c'est un passage de la vie à la mort. Du côté de la rive de la vie à la rive de la mort, du levant au couchant. Et il passe le Jabbok et puis il le repasse. Donc déjà, il y a cette traversée de la mort. Curieusement, il repasse. Et il se bat avec cet être un peu difficile. Et ça, pour moi, c'est toutes les années où je me battais avec ces douleurs qui étaient pour moi folles, enfin démentielles, c'est-à-dire. Et accessoirement, Jacob passe la nuit. Et le texte de la Bible est très elliptique, la nuit, une nuit à se battre. Une nuit, c'est long, une nuit à se battre. Mike Tyson ne peut pas en faire autant, Mohamed Ali ne peut pas en faire autant. Une nuit à se battre avec l'invisible, avec quelque chose, quelqu'un. Et moi, c'est ça, c'est cette longue nuit qui est dans Thésée. Et donc, c'est un peu le mythe à l'intérieur du mythe, cette histoire de Jacob. Et par ailleurs, une chose très importante, c'est qu'à l'issue de cette nuit, eh bien, cette entité lui dit mais tu t'es bien battu. Il a une marque, vous savez, au pli de laine. C'est pour ça qu'on ne mange pas cette partie-là, parce qu'il porte la marque du sacré. Et Thésée, sa vie nouvelle, ne cesse de se poser la question de ce rapport avec cet invisible. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une logique dans les choses? Pourquoi il y a synchronie? Il ne cesse d'interroger en fait jusqu'au bout cette question d'une présence absente, d'un invisible. Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Qu'est-ce qui fait œuvre? Et à l'issue de cette nuit de combat, en fait, Jacob est renommé.
Et il lui a dit, l'Éternel ou cette entité lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras, et c'est sa requalification. Et c'est l'histoire de l'alliance. Jacob refait alliance avec le sacré dans cette scène. Et c'est après qu'il repasse la rivière et qu'il retrouve son frère. Et il y a ce retour à la vie avec le frère qui, d'une certaine façon, lui pardonne. Et Jacob renomme le lieu en disant ça ne s'appellera plus Péniel, mais Pénuel. Et donc, c'est la présence aussi là du sacré dans les lieux. Et c'est ce que fait Thésée dans Thésée, sa vie nouvelle. Il va rechercher la part de sacré. Enfin, en tout cas, il va l'interroger et il la cherche. Et donc, voilà ce lien de requalification généalogique. Il y a dans l'histoire de Jacob une requalification généalogique et il y a dans l'histoire de ma vie, à partir du nom, une requalification généalogique. Il y a une lecture que j'ai qui en quelque sorte me porte à cette requalification généalogique, un retour du script de cette question du sacré, et également ce qui est très beau dans l'histoire de Jacob, c'est qu'après il a beau avoir été renommé, il continue à exister dans les deux noms, et c'est l'histoire de ma vie. Je suis dans les deux noms, je suis deux noms, et mes enfants, le nom des enfants, le nom qui persiste, qui n'est jamais effacé, et l'autre nom. Et c'est l'histoire du langage. Je parlais du frère dans la vie réelle, du frère dans le langage. En fait, c'est que le langage est un voile, mais ça n'est pas du faux. C'est cette persistance du trouble, des troubles, qui passe par cette entrée dans le langage. Alors, ce mot trouble que j'ai employé, c'était pour t'amener, peut-être nous amener à prononcer le mot corps, qui est probablement le mot à partir duquel le prologue que je t'ai fait lire se déploie, qui est la zone à partir de laquelle tout le livre se déploie. De ces 3 cartons de Pandore, tu sors des corps souffrants. Et je voudrais qu'on revienne qu'on essaie d'explorer ce deuxième cercle qui serait le cercle des corps sismographes, des corps scripts. Et pour cela, je voudrais que tu nous lises l'extrait de la page 226-227 consacré au ver de terre nommé C. elegans. Oui, j'emploie maintenant de plus en plus ce terme-là de corps script ou corps crypte. 226-227. De Jérôme. Ouais. À la fin du passage en italique, page 228. D'accord. Donc voilà, c'est un moment dans le livre où, après avoir un peu creusé, travaillé cette histoire longue des blessures et des mémoires dans les corps, qu'est-ce qui traverse les corps, je parle, enfin le narrateur, je parle à Jérôme, le frère, et il suit une certaine forme d'hypothèse pour essayer de comprendre ce temps long de l'histoire dans les corps. Jérôme, mon frère, où vont se déposer les peurs des anciens, dans quel recoin de nos corps? Est-ce cela que les épigénéticiens découvrent et éclairent, ce que la psychogénéalogie jusque-là ne faisait que décrire? Permets un instant que je quitte les lettres de Nissim et la boue du Nord. Je voudrais maintenant te présenter une expérience récente, conduite par un groupe de recherche. Figure-toi un ver. Oui, je dis bien un vers. Accessoirement, je le dis ici parce qu'il y a toute l'intertextualité qui est intéressante. Le poème que je cite de Paul Celan, Du Grebst, etc., où il est question en fait dans la suite du poème du ver qui creuse dans la terre, voilà. De ceux que l'on trouve dans les cercueils, dans les charniers, dans la tombe, grabe, je rappelle donc le poème de Celan, d'un frère. Ce vers, vois-tu, ce vers dont je veux te parler est connu des spécialistes de l'épigénétique sous un nom abrégé, C. elegans. Le 21 avril 2017, je donne les noms des chercheurs, Casas, Carcedo, Hidalgo Carcedo, Vavouri, Lehner,
publie Transgenerational Transmission of Environmental Information in C. elegans. Pour celles et ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est le moment où ils évoquent l'impact de l'environnement, qui peut être historique, social, évidemment, également écologique, du monde en quelque sorte, dans les corps et dans le gène, où l'on apprend que les modifications du comportement d'un gène causé par un seul trauma, en l'occurrence un stress thermique, peuvent s'observer pendant 14 générations. Comprends-tu ça? La façon dont la matière encode les chocs du passé, les traumas des guerres, les catastrophes que partout le pouvoir induit. Et il y a encore d'ailleurs un petit clin d'œil des 14 générations, ça c'est le résultat officiel de la recherche, mais les 14 générations, c'est le lien généalogique que fait, je crois que c'est dans l'évangile, je ne sais plus, il me semble que c'est Paul qui dit qu'il y a 14 générations de Abraham jusqu'au Christ. Alors, je ne sais plus si c'est 14 générations, mais il y a ce chiffre des 14 générations qui est dit comme un lien généalogique, c'est-à-dire c'est le lien, j'insiste là-dessus, du rapt du christianisme sur le judaïsme, que je lis comme un rapt, ou si vous voulez, de manière plus pacifique, comme un palimpseste, c'est-à-dire en fait une écriture du sacré qui vient se déposer sur une écriture du sacré, comme un empilement de textes. Et donc le rapt se fait là par la généalogie, et je retrouve le chiffre 14. Voilà. Hervé Mazurel, je pense plus particulièrement à la revue qu'il a cofondée avec Clémentine Vidal-Naquet, donc en 2016. C'est une revue interdisciplinaire qui s'appelle Sensibilité et qui essaie de mieux saisir en fait les contours de notre vie affective, les ressorts sensibles de la vie collective. Dont le dernier numéro s'appelle « À nos morts ». Et vous trouverez en ligne, il y a 6 jours, on a fait une discussion avec Hervé. En fait, il y a deux longues discussions avec Hervé Mazurel qui traînent quelque part sur Internet. Et donc, je crois qu'il y a une histoire, enfin, il y a un livre à paraître en 2021 aux éditions de la Découverte sur les métamorphoses de la vie affective, profondeur et métamorphose de la vie affective. Alors, de ces 3 cartons, en effet, comme on le disait, tu sors des corps souffrants individuels et des corps souffrants collectifs. Donc, des corps souffrants individuels, les maladies, la maladie d'Ovède, la maladie de Thésée, son reflet inversé, le cancer du père, Gatsby. Alors, on va peut-être marquer une pause que je n'ose pas qualifier de pédagogique, mais simplement pour que tu renommes les protagonistes de cette histoire, pour qu'on présente rapidement l'arbre généalogique qui fonde le livre. Donc, est-ce que tu peux dire rapidement un mot de chaque, associé à chaque nom, Talmai, Nissim, un aspect, une orientation? Talmai, Nissim, Oved, Nathaniel, Esther, Gatsby. Ouais, Nissim, dans le livre, meurt au front pendant la Première Guerre mondiale. Oved est un enfant qui meurt en 1937 en cherchant la prière, une prière manquante. Talmai est son père et il se suicide le 30 novembre 1939. Gatsby, surnommé Gatsby, est le père de Thésée et il naît le 30 novembre 1944. Donc il y a une synchronie là, 30 novembre 39, 30 novembre 1944, qui recoupe une synchronie réelle dans mes généalogies. Ensuite vient Esther, celle qui cache, qui est donc la mère de Thésée. Et je crois que et Jérôme, évidemment, le fils mort, suicidé de Gatsby et Esther. Ah oui, et il y a Nathaniel,
qui est le fils de Talmaï, qui est donc le grand-père de Thésée et de Jérôme. Et ça me permet simplement de dire que les noms sont des écrins, et c'est encore une fois, je trouve, le voile aussi qui a à voir avec la pudeur, avec le fait de protéger des vivants, avec le fait de protéger notamment, d'ailleurs, et d'élucider quelque chose pour la fille de mon frère, qui n'est pas présente dans le livre, évidemment, qui n'est pas renommée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit justement de lui donner un récit, d'élucider quelque chose sans qu'elle soit engagée dans ce livre. Donc c'est une chose, en fait, on écrit avec des impossibles. C'est souvent parfois les gens qui nous lisent, même moi en tant que lecteur, je l'oublie parfois, mais qu'il y a vraiment des vivants, des vies derrière tout ça, et qu'il s'agit de trouver le tact, en fait. C'est le tact, c'est la protection, c'est la bonté, c'est voilà, c'est écrire pour pas faire mal. Mm. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop ce souci-là, mais moi je l'ai, en fait. Mm. Alors, je voudrais qu'on essaie d'expliciter, qu'on essaie de mieux comprendre comment un conte presque merveilleux qui commence au bord d'un lac par un mariage s'est transformé en ce voyage au bout de la nuit. Et pour ça, je voudrais qu'on évoque, parce que c'est peut-être autour de ce mythe aussi que tout se fédère, qu'on évoque le mythe de la croissance dans les années 60. En fait, il y a trois personnages glorieux. Ça commence avec trois personnages glorieux, Nathaniel, Esther et Gatsby, qui vont vivre ces nouvelles années folles environ, jusqu'au rapport Meadows, à peu près jusqu'en 1972. J'aimerais que tu nous parles de cette période, de cette irrésistible ascension de Nathaniel, qui est le frère d'Oved, qui est le fils de Talmaï. Comment ces réussites, au fond, se présentent comme des réponses de la résilience à la mort. Comment, dans une vie, on peut vouloir devenir performant pour compenser un vide. En bref, j'aimerais que tu nous racontes cette French fiction qui va s'échelonner sur 20 ans, 1950-1960. Ouais, je crois que d'ailleurs je la nomme French fiction, mais en fait c'est toute l'histoire de la reconstruction. Je pense qu'il y a il y a une RFA fiction également. En fait, il y a la fiction de la reconstruction. Et en fait, moi je suis un grand lecteur d'histoire. J'ai beaucoup pensé, par exemple, en travaillant à ce livre, à Robert Paxton, qui vient déchirer en fait la fiction française du roman français. Robert Paxton, c'est cet historien qui a montré que la collaboration française avait devancé les demandes allemandes. Donc c'est vraiment, alors là, avec des méthodes d'historien, preuve à l'appui. Mais ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il vient déchirer une légende. La légende gaulienne de la France résistante, et Paxton qui vient dire, je crois que la publication date de 57, vient nous dire, en fait, non. C'est pas comme ça. Il n'y a pas la France résistante. Il y a une France qui devance les demandes allemandes. Et en fait, ce sont des travaux d'historiens qui mettaient énormément de temps à déranger, voire même qui n'y parviennent jamais, en fait, parce que le roman national et le roman français est tellement puissant, la légende est tellement puissante, y compris en histoire, hein, ça remonte à loin, c'est Michelet produisant la grande légende de l'histoire, de la continuité française. Là encore, c'est des grandes histoires de continuité. Donc moi, c'est ce travail-là que je fais. Je l'applique à la généalogie de Thésée, je déplace des éléments biographiques, mais avec cette vue qui est en fait une vue qui n'est pas si originale, hein. Bien d'autres avant moi ont montré que le temps d'après la Seconde Guerre mondiale est d'abord pris dans une pulsion d'oubli. En fait, ce que fait Thésée en plus, peut-être, c'est qu'il montre comme des poupées russes, de génération en génération, les tentatives de fuite et d'oubli, en fait.
Et donc, moi, ce que je décris, c'est ça, c'est cette ascension. Je déplace des éléments de mon grand-père maternel, qui avait eu un succès industriel, qui est devenu un patron un peu mythique de la gauche française, parce que proche de Libération, de Mitterrand, de tout ça, qui explique beaucoup de mon rapport très distancié au pouvoir, y compris à ce qui se présente comme un pouvoir de gauche. D'ailleurs, Thésée interroge ça, est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir de gauche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je déplace pour montrer que il y a une historiographie de l'oubli, de cette ascension, et d'une certaine façon, c'est le motif du pardon dans Thésée. C'est bien sûr, vous avez détruit le monde avec votre croissance exponentielle, bien sûr, vous êtes la génération la plus anthropocène de toute l'histoire humaine, peut-être, parce que les taux de croissance sont tels que, en fait, voilà, la mainmise sur l'agriculture, l'usage massif des pesticides, l'extension de la révolution verte. Voilà, je dépasse le cadre de Thésée. Mais c'est tout ça qui, évidemment, qui est là, qui se concentre en Nathaniel. C'est cette marche en avant de la croissance, de la prospérité, de l'abondance, qui se présente sous le nom de progrès. Et comme moi, j'ai toujours le petit tableau de Paul Klee, d'une certaine façon, qui m'attend dans un coin de ma tête, avec l'ange de l'histoire, je vais regarder ce qui est broyé par le progrès. Et là où peut-être que j'ajoute un élément, mais ça, je l'ai peu lu, c'est que la crise pétrolière, qui coïncide avec la naissance de Jérôme, 73, c'est le retour du fragile. Et comme ça, j'entre dans l'âge que moi j'ai connu, je m'explique en fait toutes les grandes questions mémorielles qui sont nées avec la fin des années 70, enfin, qui commencent au milieu des années 70, qui culminent dans les années 80, 90, en fait, sont liées à ce cycle-là. Ce cycle de l'oubli, il faut survivre, il faut oublier, il faut revivre, il faut construire, il faut reconstruire, il faut se relever des ruines. Il faut aussi tourner le dos à la peur. Ça, c'est un des grands motifs qui, pour moi, déborde complètement l'histoire du capitalisme. C'est que la vie de Sapiens, notre espèce, en fait, ne cesse de tourner le dos, de vouloir tourner le dos à ce qui lui fait peur, donc la mort, mais aussi la maladie, mais aussi la faim. Et que les générations des années 50, 60, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que c'était une réponse de vie à la mort, et c'était une réponse pour éradiquer la faim. Et donc, y compris dans mon histoire personnelle, je pourrais en vouloir à mon grand-père de ce qu'il a fait, mais d'une certaine façon, je dois reconnaître qu'il n'a été que pulsion de vie, et presque j'allais ajouter de joie, parce que c'était... Et il a accessoirement en plus tourné le dos au suicide d'un père. Donc, il y a cette flèche comme ça qui s'élance depuis le passé, qui cherche à tourner le dos à la mort. Et c'est un des grands motifs anthropologiques. Et ça a été la clé pour moi de cette marche en avant de la reconstruction et puis de l'abondance des années 50, 60, qui allait avec un très, très grand oubli. Un très, très grand oubli du monde, un très, très grand oubli du passé. Et c'est ça qui a fait retour pour moi le jour où les sociétés qui s'étaient construites sur ce mythe de l'abondance ont redécouvert la pénurie et le problème des ressources énergétiques avec la crise pétrolière. Comme si 73 venait frapper, du point de vue de l'économie politique générale, le retour du passé, le retour des fragilités généalogiques, le retour des traumas. Et c'est intéressant, hein, rien n'est séparé. Anne Ancelin Schutzenberger, travaillant sur la psychogénéalogie comme clinicienne dans les années, surtout, enfin évidemment 70, commençant, mais s'épanouissant dans les années 80. Et donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont intéressés à l'histoire au passé avant, mais il y avait un motif collectif qui voulait tourner le dos à ça. Et le moment où les sociétés européennes ont été fragilisées par cette crise pétrolière, c'est l'entrée dans cette longue crise dont on ne sort plus jamais,
eh bien, c'était le grand retour des fragilités. Et c'est comme ça, notamment, que je vais lire la fragilité du frère aîné de Thésée. Alors, tu as magnifiquement résumé cette période, page 90. Est-ce que tu peux nous lire la totalité de cette page, s'il te plaît? Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, il y a une chose qui m'intéresse au-delà d'essayer de comprendre mon histoire, j'y vais, personnelle, c'est mon père m'a laissé beaucoup de choses, peut-être une partie de sa foi errante, enfin certainement une partie de sa foi errante, mais il m'a laissé aussi une soif de temps long. On y viendra, je crois, avec toi, avec la question du sens. Oui, avec Frankel. Ouais. Le sens revient quand on commence à reposer la question du temps long. C'est vraiment un temps très long. Donc que tu veux, à la page 90, 1950, 1960, c'est ça? Il faut tout reconstruire sur des bases nouvelles, sur le mythe du bien-être, de la prospérité française et européenne. Il faut aller vite, désirer, consommer, produire. Là, au bord du lac, votre mariage apparaît comme le conte de cette modernité. La réussite des orphelins de guerre, l'esprit de la reconstruction. Nathaniel qui orchestre, accueille et d'un coup de baguette industrielle efface les vieilles blessures. Il n'y a plus de juifs, plus de chrétiens. On fête le melting pot d'une France réconciliée qui aurait dépassé ses haines. 1969. Là, dans ces phrases, dans ces quelques lignes, il y a le souvenir de ma grand-mère à côté de mon père qui a été requalifiée comme juive selon les lois de Vichy. Donc c'est vraiment cette chose-là qui tout d'un coup, tout est effacé, et on recommence, c'est parti. 1969, vous voyez, les yeux se tournent vers l'Amérique et là, au bord du lac, vous êtes l'acte de naissance de la cool bourgeoisie, de ce mot cool qu'on entend dans cool jazz, cool bop. Une France qui, à défaut de méditer sur ce qu'il y a en elle de tourbeux et de sale, se tourne vers l'ouest et la pop états-unienne. La musique est reprise de Hair. Voilà le motif de l'oubli et de la fuite. La comédie musicale. On sent dans les allures l'élan des Kennedy. On regarde vers l'ouest, un rythme et un style que je retrouve partout dans les images, vos 30 glorieuses. L'âge de l'abondance dans la ruine duquel nous grandirons. Et vous, les enfants de cet âge furieux où la croissance porte à la dévoration du monde, voyez comme on vous aime. Vous êtes un couple modèle. Vous faites signe vers la réussite dans une France qui serait, dit-on, sortie du cycle de ses hontes. Je m'arrête là. Ainsi se présente votre French fiction, mes chers petits-parents. Oui, alors je complète. 30 ans se sont écoulés, 1939-1969, et c'est une autre époque. Ici, on invente, la religion, la prière, la foi appartiennent au passé, on fabrique la joie. Et tandis que je plonge dans l'album de votre union, me reviennent les mots de mon père. Il disait, c'était la grande vie. Ces mots qu'il ponctuait par d'autres qui le faisaient en rire. Ah, nous menions grand train. En effet, mes chers parents, vous meniez grand train, mais je me demande si tous les wagons étaient bien attachés. Alors, comme tu le disais à l'instant, au-delà de l'histoire familiale, ce qui t'intéresse, c'est le comment atterrir, hein, comment faire atterrir en philosophie la spectralité d'Héridienne, mais c'est surtout comment atterrir. Je voudrais que le dernier cercle que nous explorions ensemble soit celui de la volonté de sens. Je ne savais pas comment nommer ce cercle, la quête de sens, le désir de sens, la volonté de sens. Tu t'es intéressé à l'œuvre de Viktor Frankl, dont on va brièvement rappeler qu'il a correspondu avec Freud dès l'âge de 15 ans sur le sens de la vie. C'était le titre de sa première conférence. Qu'il a failli déjà mourir, en sabotant les ordres reçus, puisqu'il avait pour mission d'euthanasier les malades mentaux quand les nazis ont pris le pouvoir en Autriche. Il a été déporté à Theresienstadt avec sa famille en 1942, puis à Auschwitz en 1944. Et il a cette phrase que j'aimerais que tu commentes avec nous. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place
pour garder l'espoir et questionner le sens. Au fond, ce qu'il voudrait montrer, ce qu'il montre, c'est que la névrose révèle avant tout un être frustré de sens. Oui, et j'ajoute d'ailleurs dans sa biographie, parce que c'était un élément important pour moi, c'est en fait, à Vienne, à l'hôpital psychiatrique, enfin dans le département de psychiatrie, il s'occupait des femmes suicidaires, en fait. Donc en fait, il a été confronté à la question du suicide, et évidemment, son départ, son argument avec Freud, c'est que un peu comme un peu comme Romain Rolland qui disait à Freud, mais c'est bien joli votre analyse des religions, mais qu'est-ce que vous faites du sentiment océanique? Eh bien, euh, Frankl dit en quelque sorte tout au long de sa vie à Freud, bon, c'est bien joli tout ça, l'analyse des rêves, l'analyse des névroses, le cercle, le triangle oedipien, le rapport entre le père, la mère, la question de la sexualité, etc., etc. Mais il y a une part en fait qui déborde tout ça, qui est la question du sens de la vie en fait. Et ça va être sa question, voilà, jusqu'à, en fait, dès avant, euh, avant l'Anschluss, avant l'invasion de l'Autriche, avant l'extermination, avant la déportation, avant tout ça, il était déjà là-dessus. Et, et je crois qu'on faut s'arrêter un instant sur la puissance en fait de vie de cet homme, parce que faire sens et reposer la question du sens dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a perdu tout le monde, il reste personne de sa famille, et qu'il persiste dans cette idée et qu'il arrive encore à écrire et à traiter, enfin, des gens autour de lui, à porter cette idée-là. Enfin, ça dénote pour moi, c'est un peu les forces de caractère que l'on entend lorsqu'on entend Mandela parler. En fait, c'est des êtres qui sont confrontés à des telles épreuves que voilà, il y a quelque chose qui est un principe de vie qui se renforce en fait avec le temps. Et évidemment, moi, ce que j'ai traversé n'est pas du tout comparable. Tout ça est beaucoup moins grave, beaucoup moins violent, mais sans aucune comparaison, là d'où je reviens, c'est-à-dire une quasi-paralysie qui gagnait le corps, c'est-à-dire un peu, c'est vraiment la mort de Socrate, quoi. C'est toutes les fonctions s'arrêtent. Je ne pouvais plus bouger. Je dis dans le livre, d'ailleurs, j'utilise tous ces éléments, mais je suis très pudique dans le livre par rapport à tout ce qu'il a fallu traverser. Euh, la seule chose qui me faisait tenir, c'était il doit y avoir un sens. Voilà. Il doit y avoir un sens à ce que je subisse ça, à ce que je traverse ça. En tout cas, il va falloir que je trouve ce sens. Et sinon, s'il n'y a plus de sens, alors c'est terminé, en fait, on arrête. Et j'ai été beaucoup marqué également dans mon enfance, par un très court récit, parce qu'il n'en a jamais parlé, d'un frère de mon grand-père, qui a été, donc qui était du côté maternel, qui a été déporté à Buchenwald et qui est revenu au Lutetia. Et il n'en a jamais parlé. Et il était quasi mourant en revenant, mais il a dit quelque chose de très frankelien. Il a dit une chose et qui était répétée à Annonay par ma mère, c'est que celles et ceux qu'il voyait survivre étaient ceux qui avaient une foi. Et c'est pour ça que cet homme, alors qu'il est devenu un grand patron, est resté communiste toute sa vie. Parce que parmi celles et ceux qui survivaient, il y avait la foi communiste. Il y avait donc la foi chrétienne, il y avait la foi communiste, et il y avait ceux qui gardaient la foi. Et évidemment, je pense que beaucoup de gens qui avaient la foi ont été exterminés et n'ont pas survécu. Mais tenir, il y a toujours cette question qui est engagée sur la croyance. C'est croire qu'il y aura quelque chose après, croire que tout ça peut se métaboliser en autre chose, croire qu'il peut y avoir de la vie après cette sorte de mort dans la vie, que peuvent être différentes épreuves, etc., etc.
Et donc Frankel, il est peu enseigné, parce qu'on a toujours nos grands maîtres de la psychanalyse en France qui ont un peu cette arrogance et cet aplomb, qui ont regardé ça un peu d'en haut, et qui n'ont jamais vraiment considéré l'importance de cette voie-là. Et donc Frankel est resté un peu en marge de la bibliothèque française de la psychanalyse, et ça n'est que maintenant, où partout nous sommes cernés par des questions de survie, que j'essaie moi désespérément de transformer en une question de revie, qui est une question écologique d'ailleurs. Et à cet endroit-là, il y a aussi un autre texte auquel je pensais, auquel je pense souvent, c'est le petit Georges Didier Huberman qui s'appelle Écorce. Parce que quand j'ai été moi faire le tour en Pologne et visiter tous ces lieux de mort, j'avais pas encore lu Écorce, mais c'est très juste ce qu'il dit sur, et ça rejoint ce que tu disais Valérie sur le être et le boulot, c'est ce qui repousse. En fait, c'est ce qui repousse à l'endroit de la mort. Et ça vient souvent des non-humains, pas de l'inhumain, des non-humains. C'est les forêts, c'est un ginkgo biloba qui est l'arbre qui tient à Hiroshima. Cécile Vachereau a écrit des belles pages là-dessus dans Total Eclipse. C'est toujours les non-humains qui nous rappellent qu'en fait, ça repousse. Que ça repousse. Donc ça, c'est la revie. Mais pour ce qui est de la survie, il y a cette question du sens qui a été cruciale pour moi. Alors j'aimerais que l'on parle du droit des arbres ou des droits des arbres justement, et que tu nous présentes ce projet. Enfin, ce n'est plus à l'état de projet. C'est ce que tu viens de faire avec Bruno Latour sur la Loire, en relation avec la Loire, puisqu'on peut redonner du sens à sa vie en créant, mais aussi en s'engageant en faveur d'une réconciliation de la nature et de la culture. On recevait il y a 8 jours exactement Corinne Pelluchon pour son dernier essai, magnifique bouquin, donc paru au Seuil, qui s'appelle Les Lumières à l'âge du vivant. Et elle disait d'ailleurs que toute émancipation s'amorçait bien sûr par une crise. Parmi tous les paradoxes qu'on peut passer en revue, tous les pharmacones plutôt, toutes ces choses qui sont à la fois des remèdes et des poisons, il y a bien sûr l'Europe, lieu de crise, lieu de croissance. Et elle parlait de la nécessité, enfin, elle datait plus exactement la crise des Lumières, elle faisait remonter la crise des Lumières à la séparation de la nature d'avec la culture. Alors, les droits des arbres, le projet Loire, avec Bruno Latour, qui a si bien montré comment la Terre est en train de revenir sur nous après ce qu'on lui a fait subir. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce... Par où prendre? Il nous reste un peu de temps. Oui, oui. Ok. Bon. Le lien avec Thésée, on le sent de toute façon, et le lien même avec mes autres livres. Déjà dans l'inversion de Hieronymus Bosch, il y avait une sorte de forme de terrorisme qui revendiquait les catastrophes naturelles, en fait. Comme s'il y avait une intentionnalité politique des éléments terrestres. En fait, il revendiquait des tremblements de terre, des tornades, des typhons. C'était une forme assez effroyable, mais c'était déjà dans mon travail la présence de cette notion très étendue du langage. C'est-à-dire que la Terre parle, et que accessoirement, peut-être que ce qui nous vient sous forme de tornade peut s'interpréter comme une forme de colère ou de langage du monde, des mondes que l'on est appelé à traduire. Donc moi, c'est beaucoup passé par la question de la traduction. Je dois aussi dire, et ça on le sent dans Thésée, c'est la première fois que j'en parle comme ça, assez directement finalement, en utilisant les matériaux du père, c'est que mon père était un peu un collapsologue avant l'heure. Lorsque Gatsby, dans le livre, euh, lit le rapport Meadows, et lorsque Thésée parle du rapport Meadows de 1972, qui est ce rapport qui nous disait
halte à la croissance, c'est-à-dire qu'il faut arrêter en fait ce modèle de développement, il faut arrêter ça. Lorsqu'ils disent déjà ces algorithmes en quelque sorte ou pré-algorithmes étaient utilisés pour montrer que le système Terre ne pouvait pas supporter le poids d'Anthropos, en fait la fabrique, la technostructure d'Anthropos. Mon père ne voulait pas enfanter parce que ça allait mal, parce que ça allait vers la fin du monde. Il était de cette ligne-là, il avait été chercher ces idées-là sur la côte ouest, il avait étudié sur la côte ouest, il avait lu Rachel Carson, il avait fait le lien entre Rachel Carson et ce qu'elle dit des pesticides et l'agent orange au Vietnam, parce que la guerre du Vietnam a durablement marqué, en tout cas mon père, et je crois cette génération, mais lui particulièrement parce qu'il voyait des gamins de son âge, des étudiants partir et revenir fracassés par la guerre. Et donc il portait ce tragique-là, mais dans toute la deuxième moitié de sa vie, il transforme l'Apocalypse en une énergie messianique, hein, c'est ça, hein, la récurrence de ce chiasme. On sait que l'Apocalypse accouche des temps messianiques, donc on a ça dans notre époque qui persiste comme ça, ce chiasme entre ce qui veut sauver et ce qui détruit. Et moi, je suis très prudent à l'égard de ce qui veut sauver, mais je m'emploie avec les outils qui sont les miens pour essayer de penser notamment un état à venir du droit. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai cette notion étendue du langage et de l'écriture, et que le droit, c'est l'écriture de notre habitation humaine. C'est par le droit que nous construisons notre rapport social au monde. Et il se trouve que depuis maintenant presque, oui, la constitution équatorienne de 2008 en tout cas, le droit se met à écouter ce juriste américain qui était Christopher Stone et qui, dès 1972, disait peut-être qu'il faudrait donner le statut de sujet aux choses. Bruno Latour dit parfois les choses sont des causes. Voilà. Et donc, en fait, il y a une juriste, Marie-Angèle Hermite, qui travaille sur la notion d'animisme juridique. L'idée générale, c'est que si nous changeons les écritures, si nous avançons sur d'autres formes d'écriture, et là j'entends d'écriture comptable, d'écriture juridique, d'écriture technique, peut-être que l'alliance au monde, j'emploie vraiment volontairement ce terme d'alliance, se ferait en d'autres termes, qui seraient peut-être moins destructeurs. Mais j'avance avec, voilà, mais en tout cas la Loire, c'est un processus d'écriture, d'institution, un processus instituant collectif où je mets à la disposition de celles et ceux qui suivent ce processus ces outils du droit qui sont en train de changer notre rapport au monde en constituant les éléments de la nature comme sujet de droit. Et voilà, et donc on doit rendre je dois rendre le livre qui paraîtra en, j'espère, l'automne 2021. Et c'est ça que je fais. Les gens parfois me disent, mais tu fais tellement de choses différentes. Je dis, non, non, je ne fais qu'une chose, je ne cesse d'écrire. Nous écrivons, voilà, on cherche à écrire autrement l'histoire, écrire autrement le rapport au corps, écrire autrement le rapport au droit et la façon dont le droit organise le rapport au monde, etc. etc. Et pourquoi je fais ça? Notamment parce que je suis parfois embarrassé par l'incroyable force théorique qui vient, tu citais Corinne Pelluchon, Bruno, on pourrait penser à Descola, Viveros de Castro, Stengers, enfin tant d'autres qui ont contribué à changer le langage de cette écologie politique. Je pense à tous les livres chez Wild Project. Il y a une bibliothèque de la nature extraordinaire. Et en même temps, il n'y a rien qui s'institue. Enfin, ça bouge tellement peu, enfin tellement pas, par rapport aux outils dont on dispose, que j'ai moi cette sorte
soif de dire très bien, vous nous donnez beaucoup d'outils magnifiques, mais comment ça devient opposable dans le droit en fait? Comment ça se met vraiment à écrire notre rapport au monde? Donc ça, c'est un des enjeux. Et après, il y a un point qui me touche, je pense que je dois être un des seuls dans tout ce mouvement terrestre, en tout cas à ce que j'en comprends. C'est dans le lien d'une époque à l'autre, ce que j'appelle le lien entre la bibliothèque de la destruction humaine et la bibliothèque de la destruction de la nature. C'est le lien entre l'écocide et le génocide. Alors, quelqu'un comme Valérie Cabanès, qui vient des droits humains et qui est militante écologique et juriste maintenant, notamment de la notion d'écocide, qui défend, eh bien, elle fait ce lien-là. Mais je trouve qu'il est toujours mal posé. Parce que, en fait, c'est pour moi un point cardinal. C'est un point profond parce que ça pose la question de cette éthique à venir. Et on le sent très fortement dans Thésée quand je parle de matière humaine et que je vais chercher cette solidarité en disant ce que nous faisons au corps humain, nous le faisons au monde, et ce que nous faisons au monde, nous le faisons au corps humain. C'est qu'il y a en fait une solidarité ontologique totale entre la matière du monde et la matière humaine. Et c'est ça que je vais chercher, y compris du côté de l'épigénétique. Et dire ça, mais pour moi, la controverse ou le débat n'a pas encore eu lieu. Mais dire ça, c'est déplacer complètement l'édifice moral de l'Europe tel qu'il s'est reconstitué après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, moi, je ne l'ai pas encore affronté parce que je ne suis pas assez solide et je suis pas... Je suis vraiment quelqu'un de l'écriture et pas, j'arrive pas à la théorie tellement. Mais c'est, pour moi, la reconstruction morale de la Seconde Guerre mondiale a dit il faut sauver le visage. Enfin, c'est toute cette morale et cette éthique que je résume, mais qui a pris le nom de Lévinas, mais qui va en fait chercher à tout prix à distinguer l'humain des choses. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est non, non, non. Ça, c'est une impasse. C'est une impasse dans le rapport à l'éthique qu'on doit avoir, qui est l'éthique terrestre à inventer. C'est pas dans la distinction totale de l'humain vis-à-vis des choses. Non, c'est pas ce que nous disent les Amérindiens, c'est pas ce que nous disent les Achuars, c'est pas ce que nous disent les Équatoriens, c'est pas ce que nous dit toute l'éthique environnementale qui naît des populations indigènes qui sont menacées, des aborigènes, des Maoris de Nouvelle-Zélande. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que la morale ou l'éthique à défendre, c'est l'éthique de cette solidarité ontologique, de la même matière, de l'inséparabilité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve n'a pas encore vraiment eu lieu. Et Thésée, pour moi, dit ça. Quand il cherche sur cette colline de Friedrichshain à se relier aux arbres, quand il cherche à comprendre ce qui traverse la matière humaine, quand il cherche à comprendre comment l'histoire de sa blessure est une blessure au monde, une blessure de l'histoire, mais une blessure faite également aux animaux, aux arbres, etc. Et je finirai avec juste simplement ce monument qui m'avait bouleversé en sortant de Hyde Park à Londres, qui est un monument aux animaux tués pendant la Première Guerre mondiale. Et qui est une chose très belle, en fait, d'un défilé comme une arche de Noé revue par Sebald, quoi. Merci Camille pour avoir augmenté avec générosité l'étroitesse de mes questions ou avec la même générosité les avoir réduites quand elles étaient trop vastes. Quelquefois, une trop grande proximité rend le commentaire difficile. Alors, je vais céder la parole peut-être aux personnes présentes. C'est difficile Non, en même temps, c'est pas difficile. Vous avez vu à quel point notre invité est généreux, donc vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci.
Si personne ne prend la parole, dans ce cas, je vais peut-être poser la première question. Bonsoir Camille, merci beaucoup aussi à Valérie pour l'organisation. 2 semaines de suite après Corinne Pelluchon, Camille, où la nature est mise à l'honneur et dans son inséparation avec la culture, justement. Moi, ce qui m'a frappé dans la soirée, c'est justement l'évocation de ce vers qui est page 226-227 et le lien entre ce vers et puis donc l'épigénétique et la psychogénéalogie. Et ce vers me fait penser à la journée de l'Europe où tu avais été invité justement avec Corinne Pelluchon et avec Emanuele Coccia. Emanuele Coccia fait peut-être partie de ceux qui peuvent nous aider à penser une écriture humaine qui est inséparable de celle de la nature. Il anime un webinaire sur la théorie du jardin en disant que pour lui, toutes les sciences humaines doivent se changer en théorie du paysage et du jardin. Et ça passe par le fait de lever un peu un blocage, une impasse dans la théorie, qui est d'opposer justement les créations naturelles et les créations artificielles, ce qu'en grec on appelle la physis et la techné, en montrant justement que les paysages sont écrits d'abord par, même si c'est une notion humaine, les paysages sont écrits par les animaux, et que c'est cette forme d'écriture-là qu'il s'agit de cultiver, et de se souvenir que les villes, au départ, étaient un projet qui est un projet autour d'un jardin. C'est à partir du jardin et de la source qu'on faisait la ville, et que maintenant, les villes se sont changées en projet minéral, c'est-à-dire qu'elles sont vouées à devenir des déserts. Et il nous a parlé du verre justement mercredi en nous disant que la dernière grande œuvre de Darwin est une œuvre justement sur le verre, en expliquant que les vers, justement, eux-mêmes, interviennent sur leur écosystème, alors qu'on avait davantage associé Darwin à une forme de fatalisme dans la nature, qui écrit plutôt une fatalité, au contraire du fait qu'elle contribue à une poétique. Et cette hérédité des caractères acquis dont tu parles, qui était déjà chez Lamarck, qui est chez Darwin, qu'on a oublié, et qu'on va restituer maintenant à travers cette idée de la psychogénéalogie, peut peut-être mener à une autre forme d'écriture heureuse si on prend soin, justement avec Frankl, de mettre au cœur la question du sens. Et la question du sens chez Frankl, elle a 3 sources. Comme tu sais, il y a tout ce qu'on reçoit du monde, ce que Frankl appelle l'éros, c'est tout ce qu'on donne au monde, et ce que tu donnes au monde, qu'il appelle le pathos, et puis il y a l'éthos, les valeurs d'attitude. Et notamment ce que Cyrulnik appelle la résilience et que Frankl appelle l'autotranscendance, qui est « je ne me réduis pas à ». On ne se réduit pas à ces failles, on ne se réduit pas aux traumatismes qui nous sont légués, on ne se réduit pas à l'inceste qu'on a pu vivre, on en parle beaucoup en ce moment, ce qui n'est pas réduire la faille, mais montrer les possibilités de transcendance. Donc je pense qu'il y a avec toi une constellation amis qui vont t'aider, je pense, à écrire nouvellement ce que Latour appelle l'hybride nature-culture, hein, qui est inséparable et qui va donner lieu donc à une nouvelle, je pense, poétique de la Terre, dans la mesure où, en créditant des forces comme les fleuves d'une notion de sujet, tu montres que ces puissances d'agir-là peuvent cohabiter avec nous au sein d'un projet commun qui serait peut-être celui du jardin dont parle Coccia. Je ne sais pas si cette idée des sciences humaines qui deviendra une gigantesque théorie du jardin, ça te parle? Bien sûr, et ce sont vraiment des interlocuteurs incroyables et magnifiques, hein. Je suis moi en fait toujours en réserve en fait par rapport à ce que je peux appeler parfois la pastorale de l'harmonie retrouvée en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai pris cette image récemment quand on me disait mais est-ce que tu vois à l'issue de thésée et au-delà collectivement de la réparation, le fameux tikkun olam, la réparation du monde. Et en fait, je prenais l'image en fait d'une tapisserie, une très grande tapisserie qui brûlerait par endroits et qui serait réparée par d'autres. Et en fait, mais il y a de l'irréparable toujours. J'en parlais hier et il y a une autre chose aussi. Je suis un peu en porte-à-faux parfois par rapport à la pastorale de l'interdépendance, de la relation, y compris parfois même de l'artefact et de la nature. C'est que je vois en fait moi qu'il y a conflit et avec le droit, on est au cœur de cette dimension du conflit. C'est-à-dire que
lorsque tu donnes le statut de sujet à des entités naturelles, c'est que tu vas les autoriser à aller dans les tribunaux. En fait, tu vas, par une partition ontologique supplémentaire, donc des sujets de la nature, tu vas multiplier les cas de conflit. Mais tu vas autoriser un antagonisme qui est désormais la cause de la crise terrestre. Et donc, je suis plus sans doute tragique que Kochia, qui fait du bien, hein, mais et qui pense ce qu'il pense parce qu'il y a son histoire, il y a sa gémellité, il y a son lien symbiotique au frère absent. Enfin, il y a aussi là un frère absent, on en avait parlé d'ailleurs à la Villa Europa. Je pense aussi très différemment, par exemple, dans le rapport au langage. On a eu une discussion avec Bruno. Lui, il pense très clairement en catholique. Hein, c'est maintenant une valeur c'est-à-dire le verbe comme non conflictuel. Moi, je vois dans le verbe, en fait, quelque chose qui est aussi très conflictuel avec le monde. Pour moi, on détruit le monde et on le construit par des mots, mais il faut penser l'ambivalence, il faut penser les deux termes de cette chose-là. Et je me trouve souvent en porte-à-faux parce que aussi j'ai eu un passé d'activisme, en fait, de militant, notamment au temps de la mondialisation, enfin Seattle, le zapatisme, etc. Et je vois qu'il y a, en fait, il y a conflit, il y a de très très grands conflits et que le capitalisme, en fait, ne produit pas de l'harmonie. Mais ça va au-delà même du capitalisme, c'est que l'encodage général des humains, du monde, ne produit pas de l'harmonie, pas pour l'instant en tout cas. Et il produit des très très grandes violences et il y a beaucoup de formes de vie qui s'éteignent. Et donc la seule issue que je trouve, c'est de changer la loi. Sinon, j'en viendrais à dire la lutte. Le droit, pour moi, est la condition de sauvetage d'une autre conception de la vie commune. Mais pour le conflit, pour que les non-humains puissent nous répondre. Quand je dis nous, c'est d'ailleurs surtout les méta-sujets les plus prédateurs de ce monde, que sont souvent les sujets d'entreprise, les sujets d'État, hein, l'État saoudien, l'État turc, l'État russe, l'État américain, je dirais que l'État européen ou ce qu'il en est dans sa constellation un peu étrange, produit également de très grandes violences, peut-être moindres, je ne sais pas, mais en Afrique, en tout cas pas formidable. Donc tout ça, ces méta-sujets, ce n'est pas nous les simples individus, c'est des très grands prédateurs et dont nos vies dépendent, hein, auxquelles nos vies sont attachées. Et je trouve que j'avais d'ailleurs sollicité Emmanuel pour un livre sur la notion de violence et il n'a jamais pu écrire. Et c'est pour moi une chose qui en dit assez long, en fait. C'est que nous voulons tous une forme de paix et de réparation, et nous l'espérons et nous y travaillons. Mais on ne prend pas tout à fait la mesure de la même manière de la violence. Il y a celles et ceux qui l'écartent. Et alors, vous allez entendre Bruno qui va parler de diplomatie, Morisot qui va nous parler de négociation et de diplomatie. Et puis, voilà, quoi. Tout ça passe un peu sous silence la très, très grande violence quotidienne qui est faite au monde et qui s'arrêtera pas simplement avec une pastorale, hélas. Merci Thomas pour avoir reconstitué la constellation. Il n'y avait pas que Corinne Pelluchon à citer parmi les étoiles. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une concernant la notion de fétiche telle que Bruno Latour l'entend. Donc orthographié F-A-I-T-I-C-H-E.
C'est ainsi qu'on saisirait au fond la vérité profonde de tous les récits kabbalistiques, de la littérature kabbalistique. Et je voudrais savoir si c'est une tentation que tu as eue, que tu as, que la tentation kabbalistique. Disons que là, depuis 2 ans, c'est un peu plus construit puisque vraiment, j'ai une fascination pour la lettre. J'ai vraiment dans mon travail de recherche de doctorat, là, quand j'avais travaillé sur le vertige, je m'intéressais à ça, à la façon dont le code sémiotique, la lettre, l'algorithme, enfin, entre en conflit avec la matière monde, la matière sans symbole. Donc oui, j'ai une fascination et je pense qu'il y a une dimension comme ça, latente, qui vient d'assez loin en fait. Et là, elle se cultive puisque maintenant, je suis régulièrement des séminaires et des études en fait hébraïques. Et donc là, j'entre plus dans la langue, dans cette langue incroyable d'ailleurs, dans cette dimension de l'archaïque en fait, où avec voilà, mais qui est une des formes d'ailleurs qui peut conduire à la folie sémiotique, puisque la gematria, quand on se met à compter les lettres, enfin c'est des exercices prodigieux de signifiants, hein, mais c'est aussi un vertige du signe. Et en tout cas, je le cultive, je m'y emploie, j'écoute, je suis fasciné. Encore l'autre jour, j'écoutais un commentaire de l'Arche et les mesures de l'Arche que je n'ai pas gardé à l'esprit en fait, mais la gematria, donc l'arithmétique des mesures de l'Arche, c'est une série de lettres qui dit le mot langage, enfin, lachon, je crois. Lachonara, c'est le mauvais langage, la mauvaise langue, il me semble. Donc lachon. Et l'échoné, c'est répété, il me semble. Donc il y avait l'idée que en fait Noé se sauve dans une arche qui est le langage, qui est Donc je trouve ça fascinant parce que ça produit des commentaires qui sont d'une richesse prodigieuse. Et j'ai en moi une petite réserve, toujours une méfiance du décrochage, parce que c'est ce que nous faisons en fait, surtout dans les mondes un peu intellectuels, c'est qu'on décroche en fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir performatif de la langue, de trop croire au langage ou au raisonnement, ou à cette position un peu de mentaliste que nous avons par rapport aux autres espèces. Et comme si, voilà, par des jeux de langue, en fait, tac, 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 et par l'émergence de théories nouvelles, ça y est, c'était déjà résolu. Alors que c'est là où je reviens à Walter Benjamin, c'est que la réalité, c'est que rien n'est résolu et que tout est catastrophique, d'une certaine façon, tout se catastrophise. Et c'est toujours là, dans la ruine, qu'il faut aller puiser pour retrouver des choses, mais je me méfie de ces moments d'envoûtement. Donc voilà, je cultive, je nourris ça, et tout en gardant toujours ma petite distance du corps qui dit le mot ne suffit pas. Tout en gardant présente à la mémoire la fin du pendule de Foucault d'Umberto Eco. À un moment donné, il faut quitter sa table de travail pour aller gravir la colline. Alors, je voudrais finir entre les langues, entre l'hébreu et l'allemand, puisque il me semble t'avoir entendu dire que l'étude de l'hébreu, étrangement, te réconciliait avec la langue allemande, ou plutôt était en train de pacifier ta relation avec la langue allemande. Et ce sera ma dernière question. Tu as parlé de Cécile Vachebrot tout à l'heure. On a diffusé en direct depuis la Rotonde sur France Culture et SR2 Culture Radio avec un W, une pièce écrite dans les 2 langues, sur la langue, dont la langue est le personnage principal. Donc, peux-tu nous expliquer pour conclure cette... Et figure-toi qu'aujourd'hui même, alors que ça faisait longtemps que nous n'étions pas parlé, on a eu une conversation avec Cécile et on évoquait la question des langues.
Et elle me disait combien elle n'arrivait absolument pas à mémoriser en fait ni les lettres ni rien, mais que par contre elle avait, elle depuis longtemps, son cerveau appelait le russe en fait. Elle est allée chercher la langue russe et elle est bon, évidemment la langue allemande aussi. Et c'est très passionnant ça, la façon dont le cerveau accepte ou rejette ou accueille et à quel moment. Et quelle plasticité en fait s'offre à l'apprentissage. Moi, l'italien, bon, sans doute c'est une langue aussi proche, mais il y avait des Italiens dans la famille, c'est rentré très vite, c'était un peu là, l'anglais très vite, et puis il y avait cette langue comme ça. Bon, et je ne dis pas qu'elle rentrera mieux parce que je ne l'étudie pas, mais je pense qu'en fait, depuis 2 ans où j'étudie un peu plus systématiquement l'hébreu, alors c'est un hébreu biblique, hein, donc enfin, il y a un petit peu d'hébreu contemporain, mais c'est un hébreu biblique. Disons que j'ai accepté de faire ce que je suis venu faire en Allemagne. Hein. Et c'est très intéressant parce que je croyais que j'étais venu, j'avais déjà fait un essai d'aller, moi dans ma famille, du côté de mon père, il y avait le judéo-espagnol. Mais je me suis toujours intéressé à ces langues hybrides et à ces langues de trait d'union. Et donc, j'étais persuadé que j'allais apprendre mieux et beaucoup mieux. Et j'ai une très proche amie qui m'avait en plus proposé, Lise Gutmann, qui est professeure de yiddish. Elle m'avait dit, mais je vais t'apprendre le yiddish. Et j'y arrivais pas, en fait. Et j'ai compris une chose, c'est que c'était encore aller vers une langue de la mort, alors que l'hébreu biblique, en fait, est une langue qui vit incroyablement dans l'exégèse, dans l'interprétation, dans la reprise toujours de l'interprétation, du dialogue avec ce sacré qui manque, dans cette recherche d'un sacré qui se cacherait dans les textes et souvent dans le monde. Je parlais de Jacob tout à l'heure, enfin, il renomme le lieu. Donc, il renomme le lieu du sacré, Pénuel, le lieu de ce El qui convoque le nom Hachem, enfin ce nom de Dieu, quoi. Donc, il y a quelque chose comme ça qui cherchait, qui tournait autour et qui était latent et qui était presque de l'ordre du fantasme chez moi. Et là, j'ai fait un peu atterrir ce fantasme. Je suis vraiment maintenant plus méthodiquement dans les textes et ça me procure ouais, beaucoup de force, de calme, d'énergie. Si bien que, en fait, j'ai réussi à me poser dans une demeure linguistique étonnante. Chez moi, il y a des post-it. Mes enfants me prennent pour un fou parce qu'il y a des post-it absolument partout pour mémoriser tous les mots. Donc, chaque objet est doublé d'un post-it. Donc, mon intérieur, on fait toujours la différence entre l'intérieur et l'extérieur avec la fameuse mezouza qui accueille et qui fait la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Et ben voilà, il y a quelque chose comme ça. Je rentre dans un intérieur et c'était la seule possibilité pour moi de vivre en Allemagne, c'était de reconstituer un intérieur, mais pas un intérieur de France. Ça, c'était impossible. C'était un intérieur autre. Et comme je l'ai dit avec un ami et cousin, Alain de Toledo, qui a rassemblé courageusement avec Serge Klarsfeld le mémorial des judéo-espagnols déportés. Que voilà, que pour moi, ce judaïsme, c'est un devenir, ça n'est pas une identité. C'est une sorte de devenir à partir d'une soif, d'un manquant qui était déjà chez ma grand-mère, qui était déjà chez mon père, et qui était pourtant là, présent tout au long de mon enfance. Donc c'est ce que j'appelle ce maranisme. Mais il y a quelque chose comme ça d'un devenir dans une autre langue, et donc ça, effectivement, dans la cohabitation des deux, à l'extérieur, j'entends l'allemand, à l'intérieur, il y a beaucoup ces mots hébreux partout, je parle à mes enfants, on apprend un peu ensemble. Donc, c'est bien, c'est un bon équilibre. Donc, peut-on dire pour doucement conclure que tu parviens à peu à faire de ton exil un nid? Oui, de l'exil faire son nid, c'est une des phrases du livre.
de l'exil faire son nid. En plus, là, il est marqué l'exil parce que depuis moi, avant, je pouvais plus bouger trop, donc je bougeais moins également. Donc, il y avait vraiment un marquage de séparation. Et là, avec le confinement, avec les problèmes aux frontières, on redécouvre la distance, voilà. Donc, oui, ça va. Je le vis pas mal. Y a-t-il d'autres questions? Oh, je vois qu'il est tard. Vous avez déjà été bien patient avec moi. C'est trop. Avec nous? Avec- oui, bah, c'est ça. Avec nous, oui, oui. Et alors, c'était. Donc, je vois que tous les micros sont coupés. Mhm. Donc, je vais vraiment vous remercier de ce temps passé. Merci infiniment, Valérie, toujours. Merci à celles et ceux qui étaient là, présents avec nous. Merci Thomas, que je salue encore. J'ai vu, je crois qu'à un moment donné, il y avait Catherine aussi. Oui, oui, Catherine est venue, oui. Est Euh, venue. On emploie les mêmes termes que. Elle est venue. Oui, elle est venue. Je crois que peut-être je vois d'autres noms. Nelly, on a dû se rencontrer. Non, jamais. Nelly? Non, jamais. Nelly est une ancienne étudiante, ça je m'en Oui, souviens. c'est ça, exactement. Peut-être à la Villa Europa. Bonsoir Nelly. Anne-Marie? Marie, non, je crois Bien, pas. oui, Ah oui, il y a les images qui manquent aussi. Mm. Janine, je pense pas qu'on sait. Oui, on a dû se rencontrer à la Villa Europa. C'est ça. Hein. Je n'ai pas de questions, mais demain, je vais lire Thésée. Alors, on va dire que, en dépit de ce combat que je viens de mener, c'est une victoire si Janine demain lit ce livre. Voilà. Alors, je renvoie quand même à la fin des Lumières à l'âge du vivant de Corinne Pelluchon parce que elle achève cet essai sur l'homme révolté. Alors, elle ne choisit pas les mêmes passages que toi. Elle se réfère à la lumière dure de la Méditerranée et à la nécessité donc de se tourner vers cette lumière dure. Donc, Camus et Héraclite achèvent l'écriture de cette analyse de la crise des Lumières. Voilà. Ben, merci beaucoup Camille et à très très vite. Namasté. Namasté. Portez-vous toutes et tous bien, et pour vos Namasté. proches également. Plein de Merci. courage. Et merci encore d'être venus. À bientôt. Merci. Tout le meilleur Merci pour vos beaucoup. écritures, pour vos amis, tout ça. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci. Ciao, ciao. Ciao.